les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Cycle, donc intitulé effectivement à la tête des 3 grands mouvements de résistance dans la zone non occupée. Les 3 grands mouvements, certainement, ça vous dit quelque chose, combat, libération, francs-tireurs, et leur chef, donc pour libération, mon grand-oncle, Emmanuel d'Astier, vous avez la photo là à droite, pour combat, Henri Freinet, et pour francs-tireurs, Jean-Pierre Lévy. Alors, en ce qui concerne pourquoi l'importance de ces 3 grands mouvements il faut dire qu'en zone non occupée, ce qui était le cas donc de la zone sud, il y avait la possibilité donc pour ces mouvements de résistance de se développer. Ça n'était pas le cas, bien entendu, dans la zone occupée par les Allemands, si bien que, en tout cas au moins jusqu'au débarquement allié et l'envahissement de la zone libre par l'armée allemande en novembre 1942, jusque-là, les mouvements, en fait, ont pu beaucoup se développer parce qu'ils n'avaient en face d'eux que la police de Vichy. C'est déjà pas mal, mais ils n'avaient surtout pas les Allemands. En fait, ces mouvements, qui comportaient des milliers de militants, ils avaient aussi des militants, bien entendu, dans la zone occupée, dans la région parisienne. Mais c'est dire l'importance, en fait, de ces mouvements qui ont beaucoup contribué, en fait, à faire de Lyon la capitale de la résistance. Alors, la première photo, c'est tout simplement parce que dans ma famille, il y a eu 3 frères, 3 compagnons de la libération, c'est unique. Vous avez certainement entendu parler des compagnons de la libération. Le dernier, en fait, est décédé il y a quelques mois, enfin, il y a 2 mois, en fait, plus exactement, un certain Hubert Germain, qui avait 101 ans, c'était le dernier. Et donc, il y a à peu près 1 millier de compagnons de la libération, et il se trouve que, pour des faits, ils ont été décorés pour des faits exceptionnels, il se trouve que dans ma famille, 3 frères, 3 compagnons de la libération, c'est unique. Et donc, à gauche, c'est François d'Astier de la Vigerie, c'est mon grand-père, il était général d'aviation, et il était, en fait, commandant en chef adjoint des forces françaises libres. Il était le second du général de Gaulle à Londres. Vous avez au milieu Henri d'Astier de la Vigerie, qui était royaliste, et il a été fait compagnon de la libération pour avoir été le principal artisan de la résistance en Afrique du Nord, et également c'est lui qui a en fait organisé, en liaison avec les Américains, le débarquement en Afrique du Nord. On oublie en fait qu'il y a eu un débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942. Le grand public connaît surtout évidemment le débarquement en Normandie, mais ça a été un tournant de la guerre, et un tournant puisque, comme je vous le disais il y a quelques instants, ça a amené les Allemands à envahir également la zone libre. Alors, le plus célèbre de tous les 3, c'est Emmanuel. Mais pas pour ses faits de résistance, c'est parce qu'il était beaucoup plus jeune que mon grand-père, il avait 15 ans de moins, et il a eu une carrière après la guerre. Il a eu une carrière que n'ont pas eu mon grand-père et Henri. Henri est mort en 1952, mon grand-père est mort en 1956, et Emmanuel, qui était beaucoup plus jeune, qui était né en 1900, ben voilà, il a vécu jusqu'en 1969, et il a fait carrière. Je vais vous montrer. Donc, la diapositive suivante. Voilà, ça c'est le journal Libération. Le journal Libération, vous connaissez tous Libération. Eh bien, en fait, la réalité, c'est que c'est mon grand-oncle, en fait, qui a créé ce journal pendant la guerre. Vous allez en voir des numéros, donc de manière clandestine. Et après la guerre, en fait, disons,
dès que Paris a été libéré, en août 1944, eh bien, le journal est sorti au grand jour. Et mon grand-oncle donc a continué à diriger en fait le journal Libération sous cette forme-là jusqu'en 1965, date à laquelle il a cessé sa parution. Le journal, ensuite, le titre a été racheté en fait par Serge July et Jean-Paul Sartre. C'est le Libé que vous connaissez et qui en fait est tout à fait dans la ligne politique en fait de mon grand-oncle, qui était en fait un homme de gauche. On appelait mon grand-oncle le Baron Rouge. Donc, il était directeur, fondateur-directeur de ce journal. En 1965, il a fondé une revue qui s'appelle L'Événement. Et en fait, cette revue en fait, a duré jusqu'à son décès. Et le numéro là que je vous présente en fait, qui a couvert en fait la mai 68, est un numéro historique parce qu'en fait c'est cette revue qui a le mieux couvert en fait les événements de mai 68. Et le voilà en fait parce qu'il était aussi un homme de télévision. Et c'est surtout en fait finalement la télévision qui l'a rendu célèbre à une époque où il y avait qu'une seule chaîne de télévision, puis une deuxième dans les années 60. Donc il n'y avait pas 50, 100 chaînes comme maintenant. Et où en fait il avait une émission qu'il produisait lui-même qui s'appelle Le quart d'heure d'Emmanuel Dastier. Alors ça dit beaucoup à une ancienne génération, ça ne dit plus rien maintenant parce qu'on les oublie en fait, les animateurs actuels, en fait ça disparaît. Hein. Mais il n'empêche que vous voyez, il avait donc en fait droit à la couverture des revues de télévision de l'époque. C'est vous dire en fait qu'il était très connu. Il avait, pour certaines de ses émissions, 10 millions de téléspectateurs. Ça passait à 8 heures en début de soirée, une fois, 2 fois par mois. Et en fait, il était très libre penseur en fait à l'époque, malgré la censure. C'était sous le général de Gaulle. Il était plutôt proche des communistes. Et donc, mais en fait, de Gaulle l'aimait bien parce qu'il avait été compagnon de la Libération, ils avaient fait la guerre ensemble. Donc, en fait, ces émissions passaient. Mais c'est ces émissions, en fait, où il manifestait ses idées d'extrême gauche, c'est-à-dire, en fait, il était contre le colonialisme, il était pour l'indépendance de l'Algérie, il était contre les Américains et leur façon de s'imposer dans le monde, etc., etc. Et en fait, donc, ça plaisait beaucoup à l'époque que ces émissions soient pas censurées. Je vais vous passer juste un extrait d'un certain Jacques Sancel, que peut-être que vous avez entendu, vous vous souvenez peut-être de ce Jacques Sancel, qui était un journaliste très connu en fait, et qui en fait animait une émission de télévision qui s'appelait Le Grand Échiquier, qui avait beaucoup de succès. Et puis à la radio, en fait, il animait une émission qui a eu aussi beaucoup de succès, qui s'appelait Radioscopie. Et je vais voilà. Il se trouve que quelques jours avant son décès, le décès d'Emmanuel Dastier, Jacques Sancel a interviewé, pour une radioscopie, a interviewé mon oncle. Donc c'est intéressant, en fait, de ce point de vue-là, de voir, en fait, voilà, au moment où il est mort, il était très connu. Je vous passe cet extrait. Ça dure quelques instants. Hein. Radioscopie, Jacques Chancel, Emmanuel Dastier. Emmanuel Dastier de la Vigerie, vous êtes célèbre et mystérieux. Certains Français ont lu vos ouvrages, d'autres, plus nombreux, vous ont vu à la télévision. Vous avez été député, ministre, vous êtes toujours écrivain, journaliste, homme politique, moins engagé peut-être, homme en tout cas. Emmanuel Dastier, le commencement de la vie pour vous, ça a été quand? Le commencement de la vie, j'ai eu 2 commencements. Un commencement à 15 ans, je n'ai pas eu de jeunesse, de vraie jeunesse. Et un commencement à 40 ans. 2. 40 ans, bien sûr, c'est l'âge que mon grand-oncle avait au début de la guerre. Donc, ce qui est intéressant,
c'est que Jacques Chancel va présenter mon oncle dans différents domaines, puisqu'il a fait une carrière politique, enfin bon, littéraire et tout, mais dans sa présentation, il ne parle pas de la résistance. Et en fait, voilà, Emmanuel commence l'émission en disant que sa seconde naissance, c'est à l'âge de 40 ans, c'est au début de la guerre, et c'est ce que je vais partager avec vous. Parce que finalement, cette célébrité, en fait, après la guerre, a un peu occulté, enfin, pour ne pas dire beaucoup occulté, cette période de sa vie, en fait, pendant la résistance. Et puis, le fait qu'il y ait 3 compagnons de la Libération, à des parcours quand même assez exceptionnels, il y a une très grande confusion, en fait, entre les 3 frères, si bien que finalement, ça devient un peu nébuleux. Alors, en fait, Emmanuel est né en 1900, et donc, quand la Première Guerre mondiale éclate, il est trop jeune pour participer à la guerre, contrairement à mon grand-père et à son frère qui se sont couverts de gloire. Lui, en fait, il s'est engagé tout de suite, enfin, il a fait des études à l'école navale, en espérant, justement, en tant que marin, enfin, participer à la guerre, mais évidemment, quand s'arrête la guerre en 1918, la guerre est finie. Il a 18 ans, et voilà, il a juste le temps de terminer ses études, et puis il devient officier de marine pendant 5 ans. Et puis, il trouve ça assez ennuyeux, ça ne lui correspond pas. Il décide de quitter en fait la marine, et à ce moment-là, avec l'idée de devenir journaliste. Avec l'idée donc de devenir journaliste et écrivain. Et le voilà. Non, je vais prendre peut-être l'autre micro. Parce que apparemment celui-là. Voilà. Oh, c'est pas grave, hein, si ça marche là. Alors, le voilà. Entre les 2 guerres, c'est sa période de dandy, en quelque sorte. Il se fait photographier par un photographe célèbre. Et en fait, il va fréquenter les milieux intellectuels. Bon, il écrit ses premiers romans, il rédige ses premiers articles dans les journaux, dans les revues, et il fréquente les milieux intellectuels. Il a pour ami un certain Joseph Kessel, dont vous avez peut-être entendu parler, Drieux-La Rochelle, Jean Cocteau. Voilà. Et alors arrive la guerre, et il est mobilisé. Il est mobilisé en septembre 1939. Il est dirigé vers le centre de maritime des renseignements de Saint-Nazaire, dont il devient le responsable. Mais il ne va pas connaître la guerre, puisqu'en fait, la marine ne s'est pas battue. En fait, il va passer 1 an avant la fin de la guerre, il va passer toute cette drôle de guerre à chasser les espions allemands supposés rentrer dans le territoire, éventuellement faire la chasse aux communistes aussi, parce que c'était l'ennemi à cette époque-là en France. Voilà. Et donc, il va être démobilisé donc, au mois de juillet 40, le 11 juillet, à Marseille. Et à ce moment-là, immédiatement, il se dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut monter quelque chose. Il est issu d'une famille de militaires de plusieurs générations. Et ça doit être peut-être dans l'hérédité ou dans enfin, lui en tout cas, mais comme les 2 autres, mais indépendamment les uns des autres, il faut faire quelque chose. Et il a l'idée en fait de créer une organisation qu'il va appeler la dernière colonne. Alors pourquoi la dernière colonne ? Parce que tout simplement, il existait en fait, en tout cas dans l'imaginaire des gens à l'époque, une 5e colonne allemande qui en fait œuvrait à travers le monde dans l'ombre. Et donc il voulait frapper les imaginations. Donc il appelle cette petite organisation la dernière colonne pour faire encore plus peur. Au début, vous savez, c'est des balbutiements. Hein. Il essaie de rencontrer des gens d'avant-guerre qui se sont repliés dans leur villa dans le sud de la France. Et puis, voilà. Et il y en a un qui le suit tout de suite, c'est un certain Édouard Corlillon-Molinier. Alors, voilà, je le cite tout simplement parce que cet homme, en fait, qui était un officier de l'armée de l'air, s'engage donc dans cette dernière colonne. Et par la suite, il deviendra compagnon de la Libération. Donc c'était quand même quelqu'un
d'une très grande personnalité. Mais enfin, pour finir, au bout de 2 mois, voilà, la dernière colonne, c'est 4-5 personnes à tout casser. Ce n'est pas suffisant pour mettre en œuvre leur projet de sabotage, de propagande. Donc ils décident de parcourir en fait la zone libre pour faire du recrutement. Et il va commencer par venir dans la famille, tout simplement, recruter dans la famille. Et donc, il va dans le château familial qui est situé près de Châteauroux, en zone libre, et qui est occupé, enfin c'est mon grand-père qui en a, l'aîné qui en avait hérité. Mais voilà, vous avez en fait les photos de mon père, qui avait 20 ans à l'époque, et sa sœur qui avait 24 ans, qui s'appelle Bertrande. Il va les recruter tous les deux. Ils vont suivre leur oncle, comme je le disais tout à l'heure, en fait, qui est presque, enfin, qui est d'âge en fait entre leur père et puis voilà, enfin, c'était presque plus un grand frère en fait qu'un oncle. Et donc, tout de suite, ils vont s'engager. Et il va aussi, une autre sœur de mon père va s'engager également avec son mari, un certain Jean de Mulnem, qui habitait donc qui était réfugié dans le château et qui va gagner Lyon à un moment donné. On le retrouvera en fait. Il va devenir responsable des liaisons, ce Jean de Mulnem, à Lyon. Donc, Jean Anet, mon père, et Bertrande s'engagent. Et à ce moment-là, Emmanuel repart avec l'idée de s'arrêter en cours de route, il retourne du côté de Marseille. Il s'arrête à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, c'était une ville refuge. Et ça a été la rencontre, évidemment, dont on parle beaucoup dans les livres d'histoire. Ça a été à Clermont-Ferrand, dans une brasserie, la Place Jaune, en fait, il rencontre Lucie Aubrac, qui s'appelait Lucie Samuel. Il rencontre, dans le même moment, dans cette brasserie, un certain Jean Cavaillès, futur compagnon de la Libération. Et également, il y avait un secrétaire de rédaction du journal La Montagne, un journal de gauche, qui s'appelait Jean Rochon. Voilà. Et donc, la rencontre a lieu pendant les vacances de la Toussaint, en 1940. Donc, on est fin octobre 1940. Et il commence à décrire en fait son projet. Et Lucie Aubrac immédiatement dit « Mais oui, on vous suit. » Cavaillès, même chose. Et Jean Rochon, même chose. Ce qui était très précieux d'ailleurs pour Emmanuel, qui était journaliste, c'était de pouvoir compter sur un rédacteur de rédaction au journal La Montagne, parce qu'en fait, pour la propagande, il lui fallait imprimer des tracts pour commencer, parce que jusqu'à présent, je veux dire, c'était écrire à la craie des menaces de mort contre Vichy, déposer des papiers écrits à la main, voilà. Tandis que là, en fait, c'était la possibilité donc d'imprimer des tracts dans de bonnes conditions. Et en fait, Lucie Aubrac se trouvait là tout simplement parce que elle et son mari, en fait, s'étaient réfugiés à Lyon. Tout simplement, elle était prof d'histoire en Alsace, à Strasbourg, et vous savez que l'Alsace a été annexée, et donc en fait, l'université, enfin les enseignants s'étaient repliés en zone libre. Donc elle s'était rendue donc à Lyon. Ils habitaient rue Pierre Corneille à Lyon. Et là, vous les avez. À l'époque, en fait, Lucie et Raymond m'ont fait une copie de ces photos qui sont prises dans leur appartement rue Corneille à Lyon, où Emmanuel, en remontant vers Marseille, va s'arrêter à Lyon. Et Raymond, lui aussi, enthousiasmé par la personnalité de mon oncle, est partant pour la dernière colonne. Elle, en fait, elle était tout simplement à Clermont parce que comme elle dépendait de l'académie, elle voulait trouver un poste à Lyon. Elle avait besoin, donc, en fait, de l'université s'étant repliée, d'avoir, en fait, un poste de la part du rectorat. Voilà la raison pour laquelle elle se trouvait, tout simplement. Alors, il y a une plaque, en fait, commémorative, place de Jaude, sur l'ancienne brasserie qui est devenue un McDo. Bon, il y a quand même la plaque commémorative. Et donc, voilà comment ça a commencé. Et avec, disons, l'engagement de ces personnalités, enfin, les Aubrac, je pense que tout le monde en a entendu parler, vous imaginez bien que la dernière colonne, tout d'un coup, a pris un grand essor. Et voilà les premiers tracts, en fait, qui ont été imprimés, en fait, c'était des petits formats, en fait, par Jean Rochon, sur les imprimeries du journal La Montagne ou des imprimeries autour de Clermont-Ferrand.
C'était donc signé la dernière colonne. C'était des menaces de mort, soit adressées en fait à des journalistes. Emmanuel Dacier avait des bêtes noires, notamment le journal Gringoire, qui était d'extrême droite, qui était très pro-Hitler. Et puis c'était aussi voilà, des indications comme ça, en fait, pour dénoncer voilà, des petits mots enfin, qu'ils rédigeaient, un peu percutants. Et donc, une grande partie de leur activité, c'était des petits sabotages de locomotives, mais enfin, sinon, l'essentiel de leur activité, c'était de faire cette propagande anti-Vichy en déposant des tracts sur les tables de café, dans les boîtes aux lettres, à dénoncer des collaborateurs. Et donc, peu à peu, cette dernière colonne s'est étoffée. Et donc, à un moment donné, enfin, au début de l'année 1941, cette organisation comptait à peu près une 60aine de membres, répartis dans les grandes villes de la zone sud, bien sûr. Et à ce moment-là, Emmanuel, en fait, a décidé de frapper un grand coup. Il s'est dit, on va faire, pendant une nuit, en fait, c'est la nuit tout simplement du 27 au 28 février, on va faire un affichage de tracts dans 8 villes de France, de la zone sud, pour frapper les imaginations. Voilà. Alors évidemment, vous en doutez bien, Léo Braque, c'était à Lyon. Emmanuel s'était chargé de Vichy, c'était l'endroit le plus délicat. Mais mon père, en fait, qui avait, donc, je vous le disais, une vingtaine d'années, qui sortait d'une école d'aviation, il avait des amis, en fait, de 20 ans comme lui, qui se trouvaient à Nîmes. Et donc, il a recruté 2 amis, en fait, qui avaient fait les mêmes études, et qui ont eux-mêmes recruté leur jeune frère de 17 ans. Et donc, lui, il avait la responsabilité de l'affichage à Nîmes. Et cet affichage s'est passé très bien partout, sauf à Nîmes. À Nîmes, où en fait, un des gamins, parce que ce sont des gamins, en fait, a été repéré par un gendarme à bicyclette en pleine nuit, avec en plus de ça de la colle. Son vêtement était maculé de colle, puisqu'il fallait coller ces tracts sur les monuments en fait, de la ville, en tout cas à Nîmes, et sur les murs du lycée de Nîmes. Et donc il a été interrogé. Vous pensez bien qu'un gamin de 17 ans, il a craché le morceau. C'était la sœur de mon père qui avait emmené les tracts, qui avait donné la colle. Et donc, voilà, ils ont été dénoncés. Ma tante a été arrêtée le 1er mars, en fait. Au château de famille, il y avait 6 gendarmes qui l'ont arrêté. Le château a été perquisitionné. Mon père a été arrêté 2 jours plus tard à Toulouse. Donc, finalement, ça s'est très mal passé. Et ils ont découvert, dans le château qu'ils ont perquisitionné, ils ont découvert, en effet, des tracts, etc. Et que cette organisation de la dernière colonne, c'était Emmanuel Dacier, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore dans la clandestinité, qui en était le responsable. Donc, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Et le voilà obligé, en fait, de rentrer dans la clandestinité, de disparaître en tant qu'Emmanuel Dacier. Et fort heureusement, les arrestations se sont arrêtées là. Il y a eu en tout 6 membres sur la 60aine qui ont été arrêtés, mais qui n'ont rien dit, en fait. Qui n'ont pas dénoncé leurs camarades. Et en fait, mon père et sa sœur étaient emprisonnés à Nîmes. Ils sont passés en jugement quelques mois plus tard. Bon, c'est pas leur histoire que je vais raconter, mais ils ont écopé tous les 2 de prison ferme et d'amende. Ils ont fait, pour mener gaulliste, en fait, il fallait bien mettre un nom sur leurs activités. Et ils ont fait appel. Et entre le moment où ils ont fait appel, ils ont réussi à obtenir une liberté provisoire. C'est là qu'ils se sont échappés en fait de France. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, disons que ce que je peux dire, c'est que mon père, il est retourné ensuite. Il a rejoint De Gaulle à Londres. Et il s'est engagé dans les forces françaises libres. Et il a accompli plusieurs missions, ce qui lui a valu en fait d'être quand même décoré de la médaille de la Résistance avec Rosette, ce qui a été décerné seulement à 4000 résistants. C'était quand même plus. Croix de guerre, bien sûr, chevalier de la Légion d'honneur pour fait de résistance. Et sa sœur Bertrande aussi a eu la médaille de la Résistance. Voilà. Donc, Emmanuel Dacier prend son principal pseudonyme dans la Résistance. Ça va être à partir donc de mars 1915, ça va être le Bernard.
Et il va passer donc de planque en planque. Et la dernière colonne qui a subi un coup dur, en fait, va néanmoins se reprendre en fait du service, si je peux dire, continuer à poser des tracts. Une rencontre importante d'Emmanuel Dacier, justement, à fin mars, c'est avec un certain Daniel Mayer. Alors, ce nom vous dit certainement rien, mais Daniel Mayer, c'était le responsable, il a fondé le comité d'action socialiste. C'est lui qui s'est chargé, en fait, de reconstruire le Parti socialiste qui avait totalement disparu. Donc, il l'a dans la clandestinité. Et s'ils se sont bien entendus tous les deux, Emmanuel et lui, c'est que, en fait, Daniel Mayer, qui avait quand même des cadres en fait, du Parti socialiste un peu partout, il n'avait pas les moyens techniques, en fait, il ne disposait pas d'une imprimerie comme Emmanuel. Donc le deal, c'était en quelque sorte, ben voilà, on rentre dans la dernière colonne, mais en échange, vous faites de la propagande pour le Parti socialiste. Donc c'est ce qui s'est passé. Et du reste, quelques mois plus tard, quand le journal va naître, c'est également Libération qui va publier, en fait, imprimer le Populaire, qui était le journal socialiste avant la guerre, qui avait donc disparu et que Daniel Mayer a fait renaître pendant la Résistance. Donc c'était un bon deal. Et 2 mois plus tard, au mois de mai, Emmanuel se dit que finalement, c'était pas très sérieux ce qu'il faisait jusqu'à présent. Et il a imaginé en fait de créer un journal. Il a imaginé de créer un journal parce qu'il en avait les moyens, grâce à Jean Rochon, toujours à Clermont-Ferrand. Il y avait jusqu'à présent des feuilles, en fait, qu'on appelait ça des feuilles, qui circulaient de la résistance, y compris d'ailleurs en zone occupée. Mais c'était des feuilles renéotypées, donc avec peu de moyens techniques, qui étaient tirés en peu d'exemplaires. Et Emmanuel, lui, en fait, il s'est dit, je vais imprimer un vrai journal qui sera composé et qui sera imprimé. Et donc, 2 mois comme ça d'activité pour le préparer. Et voilà. Au mois de juillet, paraît le numéro 1 de Libération, en 4 pages. Là, c'est la première page que je vous montre. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un sous-titre, en fait. Il se présentait comme... en fait... c'est un petit peu ambitieux, en fait, comme étant la résistance, en quelque sorte, hein, quand l'organe de la résistance, ce qui était complètement faux, en fait. Il représentait que lui-même, mais voilà, il voulait faire beaucoup d'effets. Et il faut savoir que ce qui va devenir son rival, en fait, Henri Freinet, dont j'ai parlé, le chef du mouvement Combat, lui, n'a sorti son premier numéro de Combat qu'au mois de décembre de la même année. C'est-à-dire plusieurs mois après, quoi. Idem pour le journal Franc-Tireur, qui est paru au mois de décembre. Donc il avait beaucoup d'avance par rapport aux trois mouvements, en fait à Franc-Tireur et Combat. Alors l'intérêt, en fait, du journal, c'est que vous pensez bien que quand on crée un journal, ça fait très sérieux. Quand vous voulez recruter quelqu'un et que vous lui donnez un journal imprimé, c'est sûr que ça fait sérieux. Et à ce moment-là, voilà, les gens indécis, oui, là on rentre dans le mouvement. Et d'ailleurs, en fait, c'est au moment où le journal est paru, numéro 1, que la dernière colonne, c'est la Libération qui a pris le titre. En fait, la dernière colonne a cessé d'exister au profit de Libération. Alors, les 4 premiers numéros vont être imprimés jusqu'à la fin de l'année par ce fameux Jean Rochon. Cependant, au mois d'août, en fait, Emmanuel va faire 2 rencontres décisives. Il va rencontrer Léon Jouot, qui était en fait le secrétaire général de la CGT. Et là aussi, il va passer en fait un deal avec lui. Ils vont passer des accords entre eux. Léon Jouot, qui était une personnalité incroyable, qui régnait en fait sur la CGT depuis des années, il a accepté en fait de faire entrer les cadres de la CGT avec tout leur système, en fait,
ça suivait en fait vraiment des cadres très très importants, à la condition que Emmanuel, dans son journal, en fait, consacre une page à la classe ouvrière. Excellent deal entre les deux hommes. Donc rencontre décisive, et surtout en fait vous voyez bien en fait déjà Daniel Mayer, Parti socialiste, Léon Jouot, CGT. Et là évidemment il y a évidemment Libération, le mouvement va prendre tout de suite une tournure de gauche. Alors on dit en fait que Libération fait partie donc des mouvements de résistance de la gauche non communiste. Cela dit, il accepte tout le monde. Il y aura des cadres du Parti communiste qui vont rentrer. Je rappelle quand même que les Aubrac ont fait partie des jeunesses communistes. Donc, il ne demandait pas en fait d'où les gens venaient. Il acceptait des résistants qui voulaient lutter contre eux. Voilà. Mais voilà, il y a quand même une tendance à gauche très, très nette, contrairement au mouvement de combat qui était, lui, Henri Freinet, qui était un militaire, qui était plutôt un mouvement de droite, voire extrême droite. Pour marquer la différence, parce que ça va beaucoup jouer dans leur histoire, en fait, quand il va s'agir de constituer l'armée secrète, de monter le Conseil national de la résistance, il va y avoir beaucoup d'étincelles entre Freinet et Emmanuel Dastier. Et arrive en fait au mois de décembre le premier envoyé du général de Gaulle en France, un certain Yvon Moranda. Il a précédé Jean Moulin. Il était missionné par de Gaulle, il a été parachuté, il était missionné par de Gaulle pour rencontrer en zone non occupée justement les responsables de la résistance, faire l'état des lieux, avec l'idée qu'effectivement, pour finir, essayer de faire en sorte de faire connaître le général de Gaulle, pour que peut fédérer un peu cette résistance. Yvon Moranda débarque à Lyon, il s'installe à Lyon, et à partir de là, il va rencontrer des responsables de la résistance. Il va rencontrer Emmanuel Dastier, bien sûr, en décembre, et coup de foudre d'Yvon Moranda, qui se dit « Moi, je ne rentre plus à Londres, je ne rentre plus en Angleterre, aux grandes dames du général de Gaulle, il reste à Lyon. » Et il s'engage au mouvement Libération, et Emmanuel en fait le nomme responsable en fait du journal. À ce moment-là, il devenait évident que Clermont-Ferrand ne pouvait plus en fait être le centre de Libération. La présence des Aubrac, tous ces cadres, Freinet était à Lyon. Tout se passait à Lyon. Et donc, Emmanuel prend la décision, on transporte le siège de Libération à Lyon. Donc, fin de l'année 1941. Donc, Jean Rochon exit, parce qu'il n'allait pas quitter Clermont-Ferrand. Et en fait, grâce justement à l'apport de la CGT, Emmanuel va nommer en fait, comme successeur en fait, à Jean Rochon un Lyonnais, Édouard Hény, typographe, mais également en fait secrétaire général du syndicat du livre de la CGT. Donc il connaissait tout le monde, il connaissait les imprimeries, notamment des imprimeries de Lyon, qui étaient prêtes en fait à travailler pour lui et à imprimer le journal. Donc à partir du mois de janvier, les numéros vont être imprimés à Lyon, et notamment dans une imprimerie de Lyon d'un certain Auguste Juan, que Édouard Hény avait mis dans sa poche. Et également, ce qui va beaucoup jouer, c'est que Emmanuel va retrouver à Lyon, en fait, un ami d'avant-guerre, un certain Louis Martin Chauffier. Ce nom est très important parce que, c'était un Parisien, mais évidemment, Paris étant occupé, il s'était réfugié à Lyon. Il s'était acheté une maison à Collonges-au-Mont-d'Or, en pleine campagne, et il était journaliste. Et donc Emmanuel va demander à Louis Martin Chauffier de devenir le rédacteur en chef de Libération. Vous voyez donc Moranda responsable, Édouard Hény pour l'imprimerie, l'aspect technique, et puis Louis Martin Chauffier en tant que rédacteur en chef. Mais on reparlera de ce Louis Martin Chauffier parce qu'il va jouer un grand rôle.
Et en fait, Yvon Moraba jouait son rôle quand même. En fait, il a discuté avec Emmanuel, il a fait l'éloge du général de Gaulle, et apparemment, il s'en est bien tiré parce que, bon, Emmanuel s'est dit, bah oui, bah tiens, le général de Gaulle, c'est vrai que ça a l'air d'être intéressant. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel va consacrer le premier numéro imprimé par Édouard Hénie à Lyon, donc le numéro 5, Libération, bon, toujours avec le sous-titre ronfleur de Organes des forces de résistance françaises, donc daté du 20 janvier, qui cite déjà en fait le général de Gaulle. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le passage que j'ai souligné, qui reconnaît en fait le général de Gaulle, déjà, qui fait déjà allégeance en fait au général de Gaulle. Alors il faut vous dire qu'au même moment, Henri Freinet, qui vient de créer Combat depuis le mois de décembre, lui, alors il est complètement pas du tout attiré par le général de Gaulle. Il croit que le maréchal Pétain joue un double jeu. Lui, sa cible, ce sont les Allemands, et de Gaulle ne l'intéresse à ce moment-là pas du tout. Ça fait quand même une sacrée différence. Et il se trouve que Jean Moulin est parachuté au début du mois de janvier. Il est parachuté et il a parce que Yvon Moranda n'était pas rentré donc à Londres, Jean Moulin lui succède avec des instructions du général de Gaulle à nouveau de rencontrer les responsables de la résistance et puis d'essayer de commencer à ce qui se rencontre, à unir en fait cette résistance qui est très éparpillée en plusieurs mouvements, réseaux. Et bien entendu, il va rencontrer Jean-Pierre Lévy de Franc-Tireur. Bien entendu, il va rencontrer Henri Freinet, mais bien entendu, il va rencontrer Emmanuel sous son pseudonyme. En fait, Jean Moulin, c'était Rex, son pseudonyme, quand il est arrivé à Lyon. Et en fait, cette rencontre va avoir lieu donc à Lyon autour du 15 janvier. Et Emmanuel va être assez conquis par la personnalité de Jean Moulin. Alors je vous montre le journal. Alors là, on est au numéro 12, quelques mois plus tard, enfin, pas très longtemps non plus, là, qui est daté du mois de mai, mais que Emmanuel Dacier, qui va partir à Londres pour rencontrer ce fameux général de Gaulle, va donner des indications à Édouard Hénie pour publier cette photo du général de Gaulle, en le présentant comme notre chef. Là, il y a vraiment allégeance. C'est la première photo du général de Gaulle qui est publiée clandestinement. Donc c'est clair, le ralliement est clair et net. Moranda a convaincu Emmanuel, Jean Moulin en a rajouté une couche. Emmanuel se dit, je vais tâcher de le rencontrer. C'est lui qui va à Londres, il va nous obtenir des armes pour la résistance, on a besoin d'argent et tout et tout. Et à ce moment, mais comment sortir en mai 1941 de France pour rejoindre le général de Gaulle? C'était pas évident. À ce moment-là, il n'y avait toujours pas ces petits avions qu'on appelle les Lysander qui faisaient le trajet au cours de la nuit. Et donc, en fait, il se trouve qu'Emmanuel connaissait un agent des services secrets anglais qui, en fait, sur toute la Méditerranée, en fait, faisait venir en France des agents anglais et les faisait repartir. Et donc, il a pris contact avec lui et puis finalement, sans dire à Henri Freinet qui partait à Londres, il voulait se présenter comme unique représentant de la résistance, mais quand même en partageant son projet à Jean Moulin. Donc il a pris en fait un sous-marin dans la baie de Cassis, près de Marseille. Et il va arriver... en fait, ça a été très chahuté son voyage. Il faut dire que le sous-marin anglais qui l'a pris en charge n'avait pas pour mission d'aller tout de suite à Gibraltar, avait pour mission d'abord de détruire un convoi militaire italien dans la baie de Gênes. Alors le voilà embarqué dans un combat et pris en chasse à un moment donné par un sous-marin allemand, mais beaucoup plus important que le sous-marin anglais. Ils ont échappé de justesse, mais toute cette histoire a duré à peu près 3 semaines. Enfin, ils arrivent à Gibraltar.
Et de là, en fait, il va encore attendre quelques jours, Gibraltar, avant qu'un avion ne le transporte à Londres. Là, vous savez, on n'arrivait pas à Londres comme ça. Tout le monde était soupçonné d'être un espion. Les Anglais se méfiaient beaucoup, en fait, des arrivées. Et donc, le passage obligé, c'était Patriotic School. C'était une forteresse, en fait, militaire, dans laquelle, en fait, ils étaient confinés pendant 5 jours, en quarantaine, en quelque sorte, où on les interrogeait, en fait, en leur demandant quelle était la nièce, le neveu, en fait, en posant des tas de questions pour essayer de détecter s'il y avait un espion parce qu'il y avait des Allemands qui essayaient de s'introduire. Et voilà qu'au bout de 5 jours, en fait, voilà, il peut sortir de Patriot School avec cette carte d'identité qui, évidemment, n'est pas sa carte d'identité officielle, Emmanuel Dacier, mais regardez, en fait, c'est la carte où il s'appelle Bernard, qui lui a été délivrée donc, le jour de sa sortie, le 16 mai 1942. Et il va donc se rendre auprès du général de Gaulle, avec qui il va dîner. Donc, et là, donc le dîner a lieu le jour même. Et là, en fait, le tête-à-tête avec de Gaulle s'est très très bien passé. Il y a eu un coup de foudre absolument réciproque. Et donc, ça va renforcer cette reconnaissance d'Emmanuel à l'égard de Gaulle. Et puis, ça va donner une certaine confiance à de Gaulle, qui va donner des moyens, en fait, comme je vous le dirai tout à l'heure. Et il va rester donc plusieurs jours. Il va rencontrer le chef des services secrets, un certain colonel Passy. En fait, il va dire ce qui se passait en France. Voilà. Et au mois de juin, en fait, ça faisait à peu près 3 semaines qu'il était à Londres, le général de Gaulle se dit je vais envoyer Emmanuel Dacier à Washington pour aller rencontrer Roosevelt, parce qu'il se trouve que la France libre avait très mauvaise presse en fait, auprès des Américains. Et en envoyant Emmanuel, il espérait que Emmanuel allait convaincre en fait, le Roosevelt de la force de la résistance en France, quitte éventuellement à gonfler en fait la résistance. Et donc, il part missionner avec, en forteresse, en fait, une forteresse volante. Il arrive à Washington et il rencontre très brièvement Roosevelt, qui le dirige immédiatement vers les plus proches collaborateurs, avec qui il va pouvoir en effet décliner en fait l'organisation de la résistance, en tout cas en zone libre. Et puis, il va faire des conférences de presse, cagoulé. Il se présente toujours, évidemment, sous le nom de Bernard. Et puis, ma foi, la mission se passe pas mal parce que ça a réchauffé un peu les liens avec de Gaulle. Il y a eu, quand même, il revient avec des documents qui reconnaissaient, officiellement, en fait, la France libre. Bon, ça ne va pas durer, hein, parce que c'était des rapports quand même très houleux entre les Américains et de Gaulle. Enfin, mission accomplie. Et Emmanuel rentre en France. Il rentre en France avec des moyens financiers pour son mouvement. Il rentre en France avec des instructions du général de Gaulle pour Jean Moulin. Et aussi avec cette lettre que de Gaulle, vous voyez, elle datait du 27 mai 42, que de Gaulle adresse en fait à mon grand-père, pour que mon grand-père le rejoigne. Ce qui était de toute façon dans l'idée de mon grand-père, de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Cette belle lettre, venez, nous avons besoin de vous, il y a tant à faire pour une personnalité de votre taille, dans ce monde où il faut reconstruire toute la position de la France, je vous prie de croire, mon général, à mes sentiments profonds et de mon sincère dévouement. Voilà, il ne se lit pas très facilement, de Gaulle. puis en plus, je vois en tout petit là. Voilà. Donc, il repart en France. Bien entendu, il va remettre, bien entendu, à Jean Moulin les instructions. Il va remettre, il va utiliser de l'argent aussi à Jean Moulin, qui va faire une redistribution entre Freinet, Jean-Pierre Lévy et lui. Et puis, il va remettre cette lettre à son frère, qui va, à ce moment-là, à partir de là, tenter, en fait, de rejoindre le général de Gaulle. J'en reparlerai dans quelques instants. Donc, commencent à ce moment-là des réunions, en fait, sous la présidence de Jean Moulin, de ces 3 chefs de mouvement.
qui prenait de l'ampleur, hein. Le mouvement, vous imaginez, parce que pour imprimer un journal, il faut des distributeurs, il faut des diffuseurs, il faut des gens pour les faire passer. Et là déjà, en fait, à cette époque-là, il faut imaginer qu'il y avait... ça prenait énormément d'importance. Un rapport qui a été rédigé sous le regard de Jean Moulin concernant, par exemple, Libération, en août 1942, qui va être transmis au colonel Passy, le chef des services secrets, indique que le mouvement Libération comprenait quand même entre 40 000 et 50 000 militants. C'est quand même énorme. Le mouvement, à ce moment-là, était divisé en 3 secteurs. Vous aviez la propagande-diffusion, et ça, c'était vraiment le très développé Libération, parce que le journal Libération, à cette époque-là, tirait, en fait, j'avais dit le premier numéro à 10 000, mais les numéros suivants à 50 000 exemplaires. Il paraissait 2 fois par mois, mais il y avait chaque semaine des tracts qui étaient publiés en milliers d'exemplaires. Donc le secteur est extrêmement développé. Et puis vous aviez, c'était aussi très développé en ce qui concernait la Libération, le secteur politique, l'action politique. C'est quoi? C'est l'aspect, en effet, sabotage, mouvement syndicat, les ouvriers, les manifestations, les sabotages. Et là, c'était assez développé aussi, beaucoup plus que chez Freinet. En revanche, le secteur paramilitaire était beaucoup moins développé que chez Freinet, qui est, comme je vous le disais, en fait un militaire. Et donc, c'était très hiérarchisé, son mouvement. Voilà. Donc, il y avait des aspects, en fait, qui étaient plus développés que chez Combat et d'autres qui étaient à développer, en fait, et que Jean Moulin va pousser, en fait, à développer pour constituer ce qu'on appelait l'armée secrète. Et puis, en dehors de ces secteurs, il y avait également... Emmanuel a constitué des groupes de choc. 3 groupes de choc de 5-6 militants très entraînés, armés, pour les coups d'éclat, quand il s'agissait d'assassiner un collaborateur ou un officier allemand, ou pour la protection, voilà, en cas de problème. Et c'est lui il s'en chargeait, en fait, il était chargé, en fait, c'est lui qui décidait, en fait, ils étaient directement sous sa responsabilité. Et je vous signale en passant d'ailleurs que ce groupe, le groupe de choc de Lyon, en fait, qui était commandé par un certain Serge Ravanel, qui va devenir compagnon de la Libération, c'est ce groupe de choc de Lyon qui va être actionné dans la libération de Raymond Aubrac, dont vous avez certainement entendu parler. Ah, Lucie, elle n'est pas partie toute seule avec sa mitraillette pour libérer Raymond. Évidemment, ils étaient plusieurs. Et c'est le groupe de choc de Lyon, tout simplement, qui était en fait très, très, très actif, très performant. Donc, pour Jean Moulin, il s'agissait d'unir en fait ces mouvements de résistance, ces 3 mouvements de résistance, sous la houlette du général de Gaulle. Mais là, il y avait du pain sur la planche, parce qu'il s'est vite rendu compte que Freinet et mon oncle, ça n'allait pas du tout, quoi, je veux dire. C'était pas du tout la même mentalité. Et Freinet des 4 pieds pour une fusion. Jean-Pierre Lévy était plus souple. Et en fait, pour se mettre d'accord, Jean Moulin dit bon, voilà, on va tous se rendre au poids du général de Gaulle, et puis c'est le général de Gaulle qui nous mettra d'accord. Alors, les voilà se projetant pour repartir sur Londres, toujours avec des moyens un peu compliqués, avec des tentatives qui réussissaient pas tout de suite. Et par sécurité, Jean Moulin partait avec Jean-Pierre Lévy et Emmanuel avec Henri Freinet. Et finalement, Jean Moulin et Jean-Pierre Lévy n'ont jamais réussi à quitter la France, notamment une tentative, c'était par sous-marin, dans une baie, mais le sous-marin avait manqué la baie. Il se trouve que mon grand-père, donc il répondait à l'appel de Gaulle, devait emprunter le même sous-marin, il a dû s'y prendre autrement. Et
Henri Freinet et Jean-Pierre Lévy et Emmanuel ont eu beaucoup plus de chance. Ils ont réussi en fait à prendre un bateau de pêche, clandestin bien sûr, qui les a amenés jusqu'à un croiseur britannique, qui ensuite s'est rendu à Gibraltar. Et de Gibraltar, ils ont pu prendre un avion. Bon, et le voyage a duré quand même beaucoup moins de temps que les 3 semaines précédentes. Et donc les voilà donc en face du général de Gaulle. Et ils arrivent en fait le 26 septembre 1942. Et général de Gaulle va pousser en fait, en l'absence de Moulin et de Jean-Pierre, va pousser ces 2 chefs de la résistance à la création d'un comité de coordination. Un comité de coordination, ça c'est l'aspect, disons, politique, et à la création d'une armée secrète. En fait, ça tombait bien parce qu'il se trouve que les groupes paramilitaires de combat très développés dans ce domaine-là, et Emmanuel, qui commençait à prendre de l'importance. Jean-Pierre Lévy n'avait pas vraiment développé ce secteur, mais à eux seuls, enfin à eux deux, enfin, c'était suffisant pour créer l'armée secrète sous la présidence de Jean Moulin. Donc ils repartent en fait, ils vont repartir de Londres avec ces instructions à apporter à Jean Moulin avec cette création donc de ce comité. De coordination de l'armée et de l'armée secrète. Alors, les voilà d'ailleurs, c'est Emmanuel qui va apporter à Jean Moulin ce document signé par De Gaulle, très secret bien sûr, évidemment, et qui commence par la présence simultanée à Londres de Bernard et de Charvet. Bon, Charvet, vous devinez que c'est le pseudo de Freinet, a permis d'établir l'entente entre leurs 2 mouvements, enfin, c'est pas la grande entente, mais de la résistance, et de fixer, voilà. Et donc, c'est là qu'en fait, il a mis, donc, dans ses instructions, il indique à Jean Moulin qu'il y a la création de ce comité directeur et aussi la création donc, de l'armée secrète avec l'obligation pour les 2 mouvements de fusionner l'armée secrète. Alors après, vous savez, il rentre donc en France. Et à ce moment-là, donc ils voient Jean Moulin et ils vont évidemment se disputer en fait encore, parce que qui est-ce qui va prendre le commandement de l'armée secrète, que revendique Henri Freinet, qui effectivement est mieux placé qu'Emmanuel, mais Jean Moulin ne veut surtout pas que ce soit un chef des mouvements. Donc finalement, ce sera le général Destrin qui sera désigné. Il ne fait pas partie d'un mouvement de résistance. Je passe à la suivante pour vous indiquer qu'entre-temps, mon grand-père, que vous voyez, parce que mon grand-père était donc à Londres au mois de novembre, et en fait, vous le voyez à côté de l'uniforme d'aviateur, De Gaulle l'a nommé en fait donc son adjoint, à savoir commandant en chef adjoint des forces françaises libres. Ça, c'est suite en effet à l'appel du général de Gaulle. Alors, ils sont rentrés en France par Lysander, ça y est, ces fameux Lysander, donc ça a été rapide, en pleine nuit, en quelques heures. Enfin, il y a eu plusieurs tentatives manquées parce qu'il fallait que les conditions météo soient bonnes. Et il se trouve qu'en sortant de Lysander, pof, c'est mon grand-père qui monte avec Yvon Moranda, qui revient à Londres pour rendre compte de son séjour en France. Et ils se sont croisés. C'est assez étonnant comme synchronicité. Donc sur ce terrain vague en fait qui servait de terrain d'atterrissage pour l'avion qui venait d'Angleterre. Alors, donc il y a eu ce débarquement d'Afrique du Nord, et comme je le disais tout à l'heure, la zone libre est envahie par l'armée allemande. Et ça va complètement changer la situation, la donne. Ça va redistribuer les cartes, parce que vous pensez bien que la présence allemande, ça va être autre chose que la police française. Et effectivement, les coups durs s'accumulent. Édouard Héni, qui était responsable de l'impression des journaux, en fait, il est arrêté. Juan, l'imprimeur lyonnais, est arrêté à son tour. Enfin, tout ça sur dénonciation. Il faut réorganiser le journal.
Bon, ça n'empêche pas les chefs de la résistance de se réunir, et il se trouve que les réunions vont avoir lieu chez Louis-Martin Chauffier. Une des deux planques d'Emmanuel, qui avait deux planques, c'était celle-là, en fait, à Collonges-au-Mont-d'Or, chez cet ami, donc rédacteur en chef de l'hiver, et puis chez son gendre et sa nièce, la sœur de mon père, qui s'étaient établis donc à Lyon, dans un appartement. Voilà, ça, c'était les deux planques principales. Et il se trouve que cette maison de Louis-Martin Chauffier se prêtait assez bien à un genre de réunion. Il y avait 2 entrées, 2 sorties. Enfin, c'était assez bien surveillé. Et il y a eu donc toutes les réunions, en fait, qui vont aboutir à la création d'abord des mouvements unis de la résistance, puis du Conseil national, vont avoir lieu chez Louis-Martin Chauffier. Voilà, c'est pour ça que je souligne, en fait, l'importance de ce résistant. Et donc, voilà, au bout de quelques semaines de réunion, ils se mettent d'accord pour une union de leur mouvement. Et donc, c'est la naissance des mouvements unis de la résistance. Les 3 mouvements, il n'y a pas d'autres mouvements que... Donc, en fait, il y a le président, c'est Jean Moulin, et les 3 mouvements, c'est ceux qui font l'objet, en fait, de ce cycle de conférences. Et à ce moment-là, à nouveau des disputes, parce qu'il s'agit de désigner un chef unique pour chaque région. La France est divisée en une quinzaine de régions, et qui va prendre la tête à chaque fois. En principe, c'est celui qui a le plus de militants et qui a le plus développé dans chaque région qui va prendre la tête. Donc voilà, au bout de quelques réunions, ils se mettent d'accord. Et il se trouve que pour la région lyonnaise, c'est un adjoint d'Emmanuel, qui s'appelait Jacques Malray, qui va devenir chef de la région lyonnaise. C'est pour vous dire l'importance, en fait, du mouvement à Lyon même. Il avait manifestement plus d'importance que Henri Freinet. Et c'est ce Jacques Malray qui va être remplacé en début de l'année 1944 par un certain Alban Vistel, qui est également issu du mouvement Libération, qui va être compagnon de la Libération, qui non seulement va devenir chef régional de la région lyonnaise, mais quand il va y avoir juste avant le soulèvement, la militarisation, qui va prendre la tête en fait des forces françaises de l'intérieur de toute la région lyonnaise. Il était le commandant en fait des FFI pour toute la région lyonnaise. Donc idem en fait, donc un membre du mouvement combat, Alban Vistel, que pour un Lyonnais en fait, qui est assez connu. Et néanmoins, Emmanuel n'a toujours pas suffisamment d'armes. Il se dit, bon, je vais retourner une fois de plus à Londres. Et là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que l'heure passe. Et il retourne une 3e fois à Londres, alors cette fois-ci en Lysander. Et là, ça va être important. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va retrouver son ami Joseph Kessel, qu'il connaissait d'avant-guerre, comme je vous le disais. Et en fait, à qui d'ailleurs De Gaulle a commandé un bouquin, ça va être l'Armée des Ombres, un livre qui va donner d'ailleurs naissance à un film, l'Armée des Ombres. Et il se trouve que, en fait, Joseph Kessel, qui n'était pas en France, il avait besoin d'anecdotes, et c'est Emmanuel, son ami, son pote, qui va lui donner des anecdotes. Et il y a un personnage en fait de son roman qui est en fait Emmanuel, en l'occurrence qui est représenté par un certain Paul Meurice, ça dit certainement plus rien, comme acteur en fait dans le film. C'est Emmanuel, le chef des réseaux du Sud, enfin c'est comme ça qu'il est présenté. Mais en fait, il se trouve que Emmanuel en fait s'accompagne Louba Krasine, qui était la fille d'un ancien bolchevique qui s'appelait Léonide Krasine, est à Londres. C'est sa compagne. Et en fait, donc il la fréquente quand il est à Londres. Et en fait, elle est très liée avec une certaine Anna Marly. Vous avez peut-être entendu parler d'Anna Marly. C'était une chanteuse russe qui jouait à la guitare des airs russes. Elle les jouait devant les soldats pour les voilà. Et en fait, ils vont se rencontrer. Et Emmanuel veut absolument rapporter en France un chant de la résistance. Il disait autour de lui, mais on remporte vraiment une guerre qu'avec des chants. Enfin bon, ce qui est un petit peu exagéré, mais il va demander à Kessel d'écrire des paroles sur une chanson en russe, mais changer les paroles bien sûr. Et ça va donner naissance au chant des partisans que tout le monde connaît, qui est devenu l'hymne. Et Emmanuel, en fait, va ramener les paroles et va publier en fait dans les Cahiers de Libération, une revue qui était parallèle à son journal, va publier
pour la première fois le chant des partisans. Mais au même moment, dans le même temps, Emmanuel va être touché par un autre air. Et il va écrire des paroles sur un autre air, alors, que vous connaissez peut-être. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent déjà, parce que je l'ai chanté. C'est la complainte du partisan, qui est beaucoup moins connue que le chant des partisans. Et est devenu très connu parce qu'il se trouve qu'il existe une version qui a été chantée par Leonard Cohen, très mal traduite. Alors, je prononce mal, qui s'appelle The Partisan, très mal traduite, avec des couplets en français, mais la chanson avait été chantée quand même par les compagnons de la chanson, par Isabelle Aubray, en changeant les paroles. Remarquez, les Allemands étaient chez moi, les compagnons. On était à une époque, dans les années 60, où il s'agissait de ménager les Allemands, l'alliance. Donc c'est devenu, l'ennemi était chez moi, c'était complètement, disons de mon point de vue en tout cas. Voilà. Donc en changeant quelques mots, et alors du coup, il se trouve que Lucie Aubrac, qui met beaucoup ce texte, m'a demandé, professeur de musique, de chanter, d'enregistrer. J'ai un ami très musicien qui m'accompagne à la guitare, et cette version en fait, qui donc respecte les paroles originales, se trouve sur Internet. Mon fils aîné l'a mis sur Internet et j'ai 150 000, 160 000 vues. C'est devenu un... Voilà, voilà cette version. Donc c'est mon ami Pascal Pourret qui m'accompagne à la guitare. Et c'est quoi tout ça? Les paroles originales. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. Voilà, etc. Je voulais simplement... Alors, il se trouve que Emmanuel donc, retourne donc, avec les paroles du chant des partisans, retourne en France, et finalement, Jean Moulin, en fait, qui avait missionné pour faire le Conseil national de la résistance, donc arrive à convaincre avec beaucoup de difficultés les chefs de la résistance de cette création. Pourquoi ils étaient réfractaires? Tout simplement parce que le Conseil national de la résistance devait englober les partis, voilà, d'autres des organisations en fait, qui avaient déçu, qui n'avaient pas résisté. Et donc, De Gaulle voulait rassembler tout le monde, et donc ils étaient assez réservés. Finalement, ils s'inclinent, et donc le projet commence à se mettre en route de faire ce Conseil national de la résistance. Il se trouve que Emmanuel, une fois de plus, se demande d'aller retourner à Londres, toujours pour obtenir des armes, qu'à Lyon, comme vous le savez, il y a beaucoup d'arrestations, ça devient intenable. Il a d'ailleurs, au cours d'une réunion des Murs, il a décidé que les instances en fait, de la résistance devaient aller sur Paris, c'était beaucoup moins dangereux. Non, ce que j'ai omis de vous dire, c'était que pendant leur séjour à Londres, Jean Moulin convoque la première réunion du Conseil national de la résistance, et le 8 juin, Jean Moulin accable à De Gaulle l'arrestation du général de Lestrin, le chef de l'armée secrète. Arrêté. Qu'est-ce que fait Jean Moulin? À ce moment-là, il décide, on va faire une réunion des chefs de la résistance présents, en l'absence de Freinet et d'Emmanuel, heureusement pour eux d'ailleurs, et c'est la fameuse réunion de Caluire. Je ne vais pas m'étaler parce que là, tout le monde connaît cette histoire, mais voilà, il se trouve que
Jean Moulin voulait réorganiser l'armée secrète, voulait désigner Raymond Aubrac comme co-chef de l'armée secrète pour la zone nord, et un autre membre, et son adjoint, en fait, André Lassagne, qui était du mouvement libéral, pour la zone sud, par sécurité, deux chefs. Et donc, ils se rendent, en fait, à cette réunion, et vous savez que Klaus Barbie a été trahi par un certain René Hardy, enfin, qui faisait partie du mouvement combat. Voilà. Je ne vais pas m'attarder parce que l'heure passe. Mais c'est vrai que quand Emmanuel retourne en France, dans cette situation, il faut réorganiser donc, la résistance. Lyon, ça devient intenable. Il donne les moyens à Serge Ravanel, à Lucie Aubrac de monter cette évasion. C'est ce qui va se passer au cours de leur transfert. Il était emprisonné à la prison de Montluc, mais vous savez qu'ils étaient interrogés, enfin pour interroger d'une manière de dire, très brutalement interrogés ici même, puisque le musée occupe les locaux de l'ancienne, enfin de la Gestapo de Klaus Barbie. Et voilà, il se trouve que elle a réussi de faire évader Raymond Aubrac au cours d'un transfert. Voilà, ils ont tué l'escorte. D'ailleurs, Raymond a été blessé, a pris une balle au cours de cette évasion. Et puis Lucie et Raymond ont réussi, après plusieurs mois, à gagner. Donc, ils ne pouvaient plus rester en France. Déjà à Lyon, Emmanuel avait failli se faire arrêter en fait plusieurs fois, y compris dans l'appartement de sa nièce, puisque Jean de Mulneb, le mari de sa nièce, en fait, avait été arrêté au siège des Mouvements Unis de la Résistance, dont il était le chef des liaisons. Donc il va à Paris. À Paris, même chose, ça devenait intenable. Il occupe l'appartement des Martin Chauffier parisien. Il a pour agent de liaison le fils en fait de Louis-Martin Chauffier, qui se fait arrêter 2 jours après son arrivée. Et donc, ne le voyant pas arriver, du reste, quelques heures avant l'arrivée des Allemands, il réussit à prendre la fuite et à trouver une autre planque. Voilà. Il décide en fait de retourner voir De Gaulle toujours pour cette question des armements qui le préoccupait. Il repart donc. Il revient dans la région lyonnaise quelques jours pour prendre un Lysander qui va prendre dans la région de Lyon. Et il arrive donc à Londres au début du mois de novembre 1943. Et là, en fait, De Gaulle a laissé mon grand-père pour commander les troupes, mais se trouve maintenant à Alger, qui a été libéré donc après le débarquement. Et Emmanuel se présente à De Gaulle, et De Gaulle, à ce moment-là, lui propose de rentrer dans son gouvernement en tant que commissaire à l'intérieur. D'abord, Emmanuel se dit, mais non, moi, il n'y a pas question, moi je retourne auprès de mes camarades. Et en fait, De Gaulle lui dit, mais si vous êtes commissaire à l'intérieur, effectivement, à l'intérieur de la France, la France, elle est occupée. Mais vous aurez, sous votre responsabilité, les services secrets. Vous pourrez apporter, en fait, énormément d'aide à la résistance en étant commissaire à l'intérieur. Emmanuel s'incline. Et c'est ce qui va se passer. Donc on le voit dans ce gouvernement en fait, provisoire, ce comité de Français de libération nationale auprès de De Gaulle, on le voit là, hein, et avec d'autres commissaires. Et puis c'est annoncé, dans le journal clandestin, on découvre le nom d'Emmanuel Dacier par son successeur, un certain Pascal Coupeau, qui fait un petit article sur la première page pour dire que le fondateur de Libération est devenu commissaire à l'intérieur. Et, comme je vous le disais, le service de propagande de Libération étant extrêmement développé, c'est Libération qui s'est chargé de publier toutes les publications concernant le Conseil national de la résistance, dont ce fameux, en fait, programme Les Jours Heureux. C'est une publication qui a été publiée donc, par Libération dans les imprimeries de la région lyonnaise. Et puis, Emmanuel va rencontrer Churchill de passage à Marrakech parce qu'il veut toujours obtenir des armes. La France libre n'en a pas. Et qui est-ce qui en a ? Ce sont les Anglais. Et Churchill va lui donner rendez-vous à Londres. Et à Londres, il va rencontrer donc plusieurs fois Churchill. Et Churchill va être convaincu et va parachuter en fait, énormément d'armes pour la résistance dans les mois qui vont suivre. Alors que jusqu'à présent, il était plutôt réservé. Il se demandait si ça n'allait pas se retourner contre lui. Voilà. Et
vous savez, la Corse a été libérée avant la France. On voit Emmanuel, en tant que commissaire à l'intérieur, à Ajaccio, en fait, en Corse, et aux côtés du préfet, en fait. Et c'est Raymond Aubras qui conduit la voiture. Alors, il y a eu le débarquement en Normandie, et puis Emmanuel est chargé de placer les commissaires de la République en remplacement des préfets, de Vichy, bien sûr. Donc il va sillonner la France pour placer les commissaires de la République, issus de la Résistance, bien entendu. Et on le voit là, à côté du général Join, à Marseille, avec le ministre de la Guerre. On reconnaît Emmanuel. Et puis derrière Join, on voit Raymond Aubrac, parce que c'est Raymond Aubrac qui va devenir commissaire de la République à Marseille. Et pour finir, en tant que le CFLN se mue en gouvernement provisoire, et donc Emmanuel devient le premier ministre de l'Intérieur, donc du général de Gaulle. Et le voici, place Beauvau, parce que c'était déjà la place Beauvau à l'époque, dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, en septembre 1944. Donc ça c'est évidemment après la libération de Paris. Il ne va pas y rester longtemps, parce que de Gaulle va remanier son gouvernement et va dire à mon oncle, écoutez, allez vous former aux États-Unis, je vous envoie comme ambassadeur aux États-Unis, vous reprendrez la France, et puis après, je vous reprendrai dans mon gouvernement en tant que ministre de l'Information. Et puis Emmanuel dit, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je veux rester là, mes camarades sont en France, je veux diriger mon journal, etc. Donc Emmanuel a refusé la proposition de Gaulle. Et puis il a même été plus loin, en fait, parce que de Gaulle, en fait, qui voulait que les choses rentrent dans l'ordre, en fait, et c'était pas du tout le rêve d'Emmanuel, qui voulait mettre en place une société nouvelle, en fait, où il n'y aurait plus de guerre, en fait, donc, et en imposant des hommes de gauche, en fait. Donc, en fait, il est rentré dans l'opposition, tout simplement. Pendant toutes les années, jusqu'en 1960, à partir de là, il s'est rapproché de Gaulle à nouveau. Il a amené de Gaulle à voter, amené aux élections à voter pour de Gaulle. Donc, voilà, je termine là. J'ai dépassé une dizaine de minutes, là, Je suis là un petit peu... En tout cas, merci de votre écoute bienveillante. J'ai oublié de préciser quelque chose d'important. C'est bien sûr, vous êtes l'auteur d'une biographie d'Emmanuel d'Astier-Lavigerie qu'on ne vous présente pas ce soir parce que c'est un ouvrage qui a été publié il y a une dizaine d'années, c'est ça? Oui, en 2009. Aux éditions France Empire, qui est une édition spécialisée dans l'histoire, et très ancienne, et qui malheureusement a cessé ses activités en 2012. Bien que mon livre, en fait, tout d'un coup, qui est pourtant préfacé par Raymond Aubrac, qui faisait autorité en fait, dans les milieux de la résistance, voilà, n'est plus disponible à la... Voilà, on peut plus le procurer. Donc on vous incite à traquer l'ouvrage dans les bouquinistes et sur Internet. Sur Internet, on le trouve en occasion. J'ai un stock de livres d'ailleurs, en fait, dont j'ai repris les droits et en attendant de trouver un nouvel éditeur. Voilà, je le vends moi-même directement. Voilà, ça s'intitule Emmanuel d'Astier-Lavigerie, compagnon de la liberté et de la résistance, et ça parle vraiment en détail tout ce que je vous ai raconté, mais vraiment dans beaucoup de détails. Voilà, donc si vous avez il nous reste un petit quart, quelques minutes. Si vous avez des questions. Merci Geoffroy pour cette conférence. Moi j'avais une question sur les sources que vous avez utilisées. Est-ce que vous avez utilisé des sources familiales ? Ça a l'air d'être très documenté. Est-ce que ce sont des sources publiques? Quelles sont vos sources de recherche? Allô? Bon, moi je peux parler. Vous m'entendez si je parle comme ça? Oui. Alors effectivement, il y a des... Mais il se trouve que un historien lyonnais,
très compétent, avait fait sa thèse en fait sur le mouvement Libération. Alors je dis bien le mouvement Libération parce que vous entendrez parfois le nom de Libération Sud. En fait, non, le titre de Libération, ça n'a jamais existé. Mais c'est pour le différencier d'un mouvement qui s'appelait Libération, qui était constitué en zone nord. Alors pour les distinguer, les historiens, les auteurs, on dit Libération Sud, mais vous voyez bien que dans aucun document, on ne parle de Libération Sud. Et le journal, par contre, indiquait zone sud en tout petit, mais le mouvement s'appelle Libération. Alors, il a fait, cet historien lyonnais, qui vient de prendre sa retraite, a fait sa thèse sur le mouvement Libération, a sorti un gros pavé, et c'était vraiment une source de documentation très importante. Bien entendu, les illustrations, j'ai beaucoup d'illustrations familiales, et puis j'étais très lié à Raymond et Lucie Aubrac qui m'ont beaucoup fourni d'informations. Et il y a toute une... Vous imaginez bien que il n'y a pas un livre qui sort de la Résistance qui ne parle pas d'Emmanuel Dacier. Donc j'ai rassemblé tout ça pour faire mon livre. Et c'est vrai que ma conférence, en fait, suit un petit peu mon livre, mon ouvrage. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Il y avait déjà eu un livre sur Emmanuel Dacier qui avait été écrit par un journaliste, mais avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'inexactitudes. Donc il a fallu que je corrige toutes les erreurs. Et puis j'avais beaucoup de choses concernant ce qui était le plus difficile, les débuts en fait, la fameuse dernière colonne. C'est moi qui ai fourni à Laurent Douzou, l'historien, en fait, beaucoup de documentation, vu que mon père, qui était donc camarade de Lucie, et puis qui avait été arrêté au début de l'année 41, avait énormément de documentation sur le jugement, etc. Enfin, bon, donc j'ai beaucoup en fait fourni à Laurent Douzou. C'est très difficile d'avoir des informations sur les débuts en fait de ces mouvements. Parce que Freinet, Jean-Pierre Lévy, ils ont immédiatement, mais vous savez, les pionniers de la résistance, je ne dirais pas qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, mais pratiquement, tout le monde s'était rangé derrière Pétain. Et au début, en fait, ils ont commencé avec, en effet, deux ou trois personnes. Ça a commencé comme ça, avec des moyens extrêmement rudimentaires. Donc c'est intéressant pour Laurent Douzou, qui faisait l'ensemble, en fait, d'avoir toutes ces informations que je possède du fait de la résistance de mon père. Oui. C'était des jobs plus que plein temps ce qu'ils faisaient. Du coup, ils vivaient. Ils étaient salariés. Alors, Emmanuel n'était pas salarié, mais en fait, dans son entourage, dans la dernière colonne, par exemple, il avait fait des rencontres de personnes, ses amis en fait d'avant-guerre, c'était des amis parisiens qui avaient beaucoup d'argent, qui s'étaient donc réfugiés dans ces villas du sud de la France, qui avaient des gros moyens financiers. Et parmi les membres, en fait, les premiers membres que j'ai pas cités, sinon ce serait trop compliqué pour retenir, ça aurait été trop confus, il y avait des gens qui avaient de l'argent. C'est ça qui a permis ce démarrage. Et puis après, il faut bien le dire que l'argent, c'était Jean Moulin qui le distribuait, par le biais de ce fameux Daniel Cordier, dont on a beaucoup entendu parler, qui est décédé juste avant Hubert Germain, le dernier compagnon, qui est donc le secrétaire c'est lui qui faisait la distribution. Et c'est la raison pour laquelle Jean Moulin avait un pouvoir sur l'échelle de la résistance, parce que c'est lui qui avait l'argent. Et donc, ils n'ont pas pu faire autrement que de se soumettre, en fait, que parfois ils se ressentaient comme un dictat de la part de Jean Moulin. Notamment ce fameux Conseil de la Nation de la Résistance, qui, pour finir, a été, heureusement, en fait, une bienvenue. Mais il faut se placer à l'époque. Il n'en voulait pas. Et il faut vous dire que Henri Freinet, lui, en fait, il est resté anti-gaulliste en fait, jusqu'au bout.
y compris dans la carrière qu'il a faite après la guerre, contrairement à mon oncle. Et il a même écrit un livre très infamant à l'égard de Jean Moulin, qu'il a dénoncé comme étant, soi-disant, un crypto-communiste, qui a fait énormément de bruit, qui a suscité beaucoup de réactions. Enfin, il se posait en rival, en fait, de Gaulle, Henri Freinet. Donc, voilà, enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. J'ai une autre question. Oui, bien sûr. Qui concerne l'aspect vraiment libre-penseur de cet homme, alors que les mentalités n'étaient pas du tout à cela à l'époque, et en plus dans un milieu avec une orientation royaliste, des valeurs conservatrices. Oui. Comment il est devenu cet homme avec... C'est ce qu'il explique quand il dit qu'il n'a pas eu de jeunesse. Imaginez qu'il s'adressait à mes arrière-grands-parents le matin. Mon père a-t-il bien dormi? À la troisième personne. Vous voyez un peu le milieu. Mon arrière-grand-père était militaire. Voilà. Donc il y avait des codes. Et bien entendu, les parents ne s'occupaient pas de leurs enfants. Donc le petit dernier, là, Emmanuel, il a été élevé par des nurses. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas eu de jeunesse. Et il ne s'est pas du tout fondu, en fait, comme les autres. Mon grand-père, là, c'est parfaitement, c'était l'aîné. En plus, il avait un prestige d'être l'aîné de cette famille. Donc, il a fait une carrière de militaire, il a fait Saint-Cyr, et il a grimpé les échelons. En mai 1940, quand l'Allemagne a porté son attaque, c'est mon grand-père qui commandait l'aviation sur le front nord. Donc, il était monté, en fait, il était resté militaire. Emmanuel, lui, c'était un révolté. Ça lui a ce côté bourgeois, conservateur, réac, il faut bien le dire. Il était révolté. Alors, quand il était dans la marine, il s'est adonné, comme tous les marins, à l'opium. Et c'est là, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a rencontré, entre autres, Joseph Kessel, qui aussi fumait des pipes d'opium. Donc, ils passaient leur temps à fumer de l'opium, parce qu'à ce moment-là, les dangers de l'opium n'étaient pas aussi reconnus que maintenant. Et ils se retrouvaient dans des centres de désintoxication. Ils refaisaient le monde. C'était cette période de dandy où ils se cherchaient. Et malgré tout, parmi ces intellectuels et parmi les journalistes, il a eu une ouverture qu'il n'y avait pas dans ma famille. Et il a rencontré donc des gens remarquables et des gens qui avaient des idées de gauche. Et il a vu la montée du nazisme. Et c'est vrai que quand il a décidé de faire quelque chose, par dignité, c'est ce qu'il raconte, eh bien, c'était complètement seul dans sa tête. Il n'imaginait pas qu'Henri d'Astier, son frère, c'était la même chose, mais avec, en effet, ces idées royalistes qui l'ont amené, en fait, Henri d'Astier, après le débarquement, à monter un complot royaliste, en espérant que le comte de Paris, qui se trouvait dans le coin, qui l'a logé même d'ailleurs, prendrait le pouvoir en Afrique du Nord, et en faisant assassiner l'amiral Darlan. C'était des idées complètement... On peut dire que Henri d'Astier était plutôt de droite, Action française, bon... Et mon grand-père, lui, au contraire, très conservateur. Mais pendant la guerre, ils se sont retrouvés... Bon, je ne vais pas montrer toutes les photos. On voit Emmanuel à Londres avec mon grand-père, quand Emmanuel venait à Londres. Et quand Henri, en fait, a été emprisonné suite à l'instruction judiciaire qu'il y a eu après l'assassinat de Darlan, il a été mis au secret. Il a fait 9 mois de prison avec son homme de confiance. Enfin, Emmanuel a tout fait pour demander à De Gaulle qu'on libère, en fait, son frère. Donc, ils se sont rapprochés à ce moment-là. Mais vous pouvez imaginer qu'au sortir de la guerre, ils se sont repris leurs idées. Et Emmanuel, avec ses idées progressistes, puisqu'il était donc député progressiste, il avait fondé le Parti progressiste avec... c'était de la point de vue de la famille, c'était insensé. Et donc, il a été mis à l'écart de la famille. Et du reste, il s'est mis à l'écart lui-même. Ça l'a conforté dans sa révolte et dans sa prise de position.
Et mon père, qui avait résisté avec son oncle, a pris le parti. Ah, mon grand-père s'est fâché avec mon père après la guerre, et mon grand-père a déshérité mon père, enfin, dans une certaine mesure, parce que mon père a pris le parti de son frère, qui était, on avait mis une croix dessus, qui était traité de communiste. Bon. Et quand Emmanuel a eu la possibilité, alors son journal, Libération, il n'hésitait pas à exprimer des idées communistes, d'autant plus que le journal était soutenu par les communistes. Mais quand il a eu cette tribune à la télévision, c'est vrai qu'il en a profité pour, avec ses idées en fait très progressistes, pour, sachant que De Gaulle le soutiendrait. Alors il y avait un ministre de l'Information à l'époque qui s'appelait Georges Gors, et il y avait un ministre de l'Intérieur qui faisait tout pour censurer mon oncle, des émissions quand même très... mais comme il était le seul à avoir cette liberté, il était très écouté. Et finalement, De Gaulle, par le biais de Georges Gors, qui était un résistant, rétablissait les émissions. Donc il a pu exprimer ses idées. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, quand Mitterrand s'est présenté contre De Gaulle, c'est l'époque où Emmanuel a basculé. D'abord, il avait été fasciné par les communistes, sans être communiste, je précise. Mais quand il y a eu quand les Russes ont envahi en fait Prague, etc., il a, contrairement à d'autres intellectuels, il a réalisé que les communistes n'étaient pas terribles. Et à partir de là, il s'est rapproché considérablement de Gaulle, dont il savait que De Gaulle avait les idées de rendre son indépendance à l'Algérie. Ça, c'était très important. De Gaulle lui en avait donné l'assurance bien avant l'indépendance. Et c'est ce qui fait qu'il s'est rapproché et qu'il a demandé à voter pour De Gaulle contre Mitterrand, ce qui était quand même fou. Mais à propos des Russes, c'est vrai que sa femme, qu'il a épousée, donc cette compagne qu'il a épousée après la guerre, cette Oubak Racine, fille d'un ancien bolchevique, avait ses entrées en fait en Russie. Et quand c'est Emmanuel Dastier qui a organisé l'exfiltration de Svetlana Staline de Russie. Emmanuel avait des liens avec Khrouchtchev à l'époque. Il pouvait le rencontrer en tant que journaliste, en tant que mari de Loubak Racine. C'est ce qui d'ailleurs, il s'est attiré les foudres de certaines personnes de l'extrême droite qui lui ont dit que c'était un espion russe, enfin, je ne sais pas quoi. Mais ça lui a permis en fait, à un moment donné, de sortir en fait Loubak Racine de Russie et de la cacher pendant un certain temps en Suisse, où la sœur de mon père, Bertrande, dont je vous avais mis la photo, quand elle est passée en Suisse après s'être évadée de France, a épousé un industriel suisse qui avait beaucoup d'argent, et donc cette fille de Staline, Svetlana, a été hébergée pendant quelques jours chez mon oncle, le Suisse mari de ma tante. Mais à ce moment-là, Emmanuel, c'était en 67, Emmanuel était déjà très, très proche de De Gaulle. Oui ? J'ai compris, je ne sais pas si j'ai raison, que Emmanuel Dastier, donc votre oncle ou votre grand-oncle ? Oui, grand-oncle, oui. Grand-oncle, connaissait avant la guerre Louis-Martin Chauffier. Oui, parce que Louis-Martin Chauffier était journaliste et il avait une maison d'édition qui s'appelait Sans pareil. Et les premiers romans d'Emmanuel ont été publiés dans les années 30 chez cet éditeur qui était donc tenu par Louis-Martin Chauffier, oui. Donc Louis-Martin Chauffier, donc, qui est né à Vannes. Hein, ça, je ne sais pas, je ne connais pas toutes. Et qui donc était à Collonges, etc. Et je voudrais faire juste une incise. Oui, je vous en prie. Donc, Lucie Aubrac vient de Strasbourg, est nommée prof à Strasbourg, hein, et elle a passé une année comme prof à Vannes avant d'être nommée à Lyon. Je sais pas. Laurent Douzou en parle dans son bouquin sur Lucie Aubrac. Donc, et vous parlez de quelle année, là
je ne pourrais pas me tromper, de 39 à 40, c'est ça? De 39 à 40, Lucie Aubrac est nommée professeure au collège Jules Simon à Vannes, qui faisait office de ce qu'on appelle maintenant lycée, qui allait jusqu'au bac. Collège Jules Simon à Vannes, donc une année là. Au moment où elle veut partir aux États-Unis. Elle ne peut pas partir aux États-Unis parce qu'il y a la déclaration de guerre, c'est ça? Et elle est nommée à Vannes. Et ensuite, donc, après son année à Vannes, elle est nommée à Lyon, au lycée Garquinet, à Lyon, près de la rue Corneille. Où mais là, comme je le disais, en fait, parce que les photos, en fait, comme je le disais, en fait, ils se sont établis rue Pierre Corneille en août 1940. Eh ben, ça doit coller, ça doit coller. Et ce qui s'est passé entre-temps, parce que je me souviens pas de ce détail, Oui. c'est que son mari, Raymond, Oui. avait été fait prisonnier de guerre Oui. en mai 40, enfin voilà, et qu'elle va s'arranger pour le faire libérer. Oui. Alors, il y a peut-être entre Strasbourg. Elle va le faire libérer, donc du côté de la ligne Maginot, par là. Oui, c'est ça, oui. Bon, elle va le faire libérer quand elle est encore prof à Vannes. Oui, bah, oui. Et elle s'est mariée donc en décembre 39, c'est ça, à Dijon, avec Raymond Aubrac. C'est ça? Le fait est que la rencontre avec Emmanuel a lieu à Clermont-Ferrand parce que elle cherche, c'est là qu'elle va obtenir son poste à Lyon. Oui, vous avez expliqué ça, oui. Mais oui. c'est vrai que entre Strasbourg et Lyon, voilà, moi je connais pas. C'est Vannes, une année à Vannes comme prof. Le journal Libération, est-ce qu'il y a eu une interruption? Oui, il y a eu à peu près 4 ans d'interruption. 4 ou 5 ans même. Oui, 70, c'est ça. Et Emmanuel Dacier était mort. La négociation s'est faite avec cette fameuse Louba Cracine, enfin qui s'appelait Louba Dacier, mais cette fille de Léonide Cracine, qui était mort, lui, en 1926, qui avait été ambassadeur russe à Paris et à Londres aussi. C'était vraiment un bolchevique pur et dur. Cette soirée de lumière, ça peut être compliqué de rentrer chez soi. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on Merci à vous. Merci à vous, Isabelle. Et puis, merci à Céline. Et puis merci pour la technique.